deuxième et dernière partie du livre 6 de Vibes of Cosmos, dans laquelle nous allons aborder les taches solaires, les cratères et plus encore. Commençons donc avec les taches solaires et cette image dont je vous ai traduit le texte. Il y a différentes taches solaires. En observant la face du disque solaire à l'aide d'un filtre spécial, on voit plus clairement certaines imperfections, appelées taches solaires. Après une observation fréquente de celles-ci, on constate qu'elles sont différentes d'une date à l'autre et dans différentes parties du disque solaire. Il y a un mouvement qui s'effectue toutes les heures. En étudiant dans notre deuxième livre leur mouvement horaire, nous avons observé qu'elles tournent autour du centre du disque solaire. En fait, cette rotation a une vitesse angulaire faible au lever et au coucher du soleil, alors qu'à midi, elle est plus grande. Lorsque le soleil passe par le lieu méridien par rapport au point d'observation, leur vitesse angulaire de rotation est maximale. En observant le mouvement des taches solaires par jour, on constate que toutes ensemble, comme si elles étaient liées, elles se déplacent vers la droite. Ainsi, chaque jour, une nouvelle pièce d'observation se révèle sur le disque solaire par la gauche. La cartographie des taches solaires. Nous avons donc eu l'idée de cartographier les taches solaires d'abord sur une longue période, puis sur une période encore plus longue. En prenant quotidiennement des photos du disque solaire à différents moments, nous avons essayé d'obtenir une image plus large de la carte des taches en agrégeant les données. Un mouvement en spirale. Dans les pages suivantes, nous voyons toutes les photos par heure et par jour pour bien comprendre leur mouvement. Il s'agit d'un mouvement en spirale à l'intérieur du disque solaire. Pour tirer de conclusions, nous divisons ce mouvement complexe en ses composantes. Le mouvement circulaire que nous observons sur les photos du même jour toutes les heures, la ligne droite et lisse de toutes les taches solaires ensemble, comme si elles étaient liées par la droite, que nous observons sur des photos prises à la même heure, mais à un jour différent à chaque fois. Nous commencerons par observer le mouvement des taches solaires par heure. Pour ce jour particulier, pour différentes heures de ce jour, nous voyons leur position dans le disque du Soleil. Nous remarquons qu'elles tournent toutes ensemble, comme si elles étaient liées vers le centre du disque, sans vitesse angulaire constante. Le changement de vitesse angulaire de rotation est également résolu. Elle est faible aux premières heures du matin, à midi elle est maximale, tandis que dans l'après-midi, elle diminue à nouveau. Précision sur la rotation des taches solaires. Nous avons observé que les taches solaires, comme nous l'avons vu dans le livre 2, sont serrées les unes contre les autres et tournent autour du centre du Soleil. C'est ce qui se passe si nous observons le Soleil en une journée, heure par heure. Nous voyons les taches solaires tourner autour du centre de son disque. En un jour, elles peuvent tourner d'environ 120 à 200 degrés, selon le lieu et la date d'observation. Et si nous observons bien les images, et à l'aide des axes, nous pouvons voir plus clairement la rotation des taches solaires pour un jour particulier. Dans l'analyse du mouvement par jour, nous constatons que toutes ces taches solaires serrées se déplacent un peu vers l'arrière, toutes ensemble, dans la face du Soleil, ce qui a pour résultat l'apparition de nouvelles taches solaires de l'autre côté. C'est comme s'il y avait une nouvelle partie de la carte du ciel de toutes ces taches solaires sur la gauche à l'intérieur du disque du Soleil chaque jour. Maintenant, voyons ce que sont réellement ces taches solaires, des étoiles à travers le Soleil. En reliant les points, nous avons placé des images du Soleil prises à des jours différents mais à la même heure, l'une sur l'autre, en faisant correspondre les taches solaires, créant ainsi une image plus grande de cette vue du ciel à l'intérieur du Soleil. Avec un grand nombre d'images du Soleil de l'après-midi, prises à peu près à la même heure, nous avons enregistré toutes les taches solaires pendant environ un mois. Comme vous pouvez le voir sur les images, nous avons superposé les taches solaires, tandis que chaque jour, un nouveau morceau de la carte du ciel est ajouté à partir de la gauche, ce qui a pour effet d'augmenter la portée de l'observation. Le mouvement du Soleil sur les constellations. Nous savons que le Soleil fait le tour des constellations, 360 degrés, en 365,25 jours solaires. Chaque jour, le Soleil se déplace de 0,986 degrés sur les constellations. Cela est dû aux différentes vitesses de rotation du Soleil et des constellations elles-mêmes. Nous savons également que les étoiles sont les reflets éthériques des grands lieux profonds et des points d'énergie sur la Terre, au sommet du premier plafond électromagnétique. Elles nous montrent une carte de la Terre, comme la Lune, mais sans focalisation. Sur le plafond étoilé, nous pouvons voir une partie de la carte de la Terre dans un rayon de 5000 km si nous faisons correspondre
Chaque étoile, avec le bon point d'énergie terrestre, qui, je vous le rappelle, représente ce plafond étoilé. Le Soleil, en tant que lumière pilote, crée le plasma de la lumière du jour sur les couches inférieures de l'ionosphère, ce qui neutralise la couche d'empreinte d'étoiles, là où il fait jour. C'est le plasma de la lumière du jour qui cache les étoiles. Face au Soleil, nous avons ces rayons directs, et dans la zone de la face du Soleil, le plasma de lumière du jour est neutralisé de sorte que la couche d'empreinte d'étoiles n'apparaît qu'à cet endroit. Sur la face du Soleil, on peut voir la zone des étoiles non neutralisées à cause de l'effet direct de celui-ci, qui neutralise la lumière du jour, qui ne peut pas neutraliser la couche d'empreinte d'étoiles. Donc, ce sont des étoiles à travers le Soleil. En faisant correspondre les taches solaires des soleils matinaux de moins d'un mois, nous avons fait une carte du ciel des taches solaires et nous avons observé que celles-ci forment des parties de constellations à l'endroit où le Soleil se trouvait à cette date. Dans notre exemple, le 8 avril, le Soleil est sur le Bélier. Les taches solaires que nous voyons à ces dates sont des étoiles qui font partie de la constellation du Bélier. Le 21 avril, le Soleil est passé au-dessus de la constellation du Taureau. Et comme nous pouvons le voir, ces taches solaires sont des étoiles qui font partie de la constellation du Taureau. Le passage du Soleil dans les constellations se fait selon un certain itinéraire pour chaque époque cosmique, ce que l'on peut lire sur la face avant du mécanisme d'Anticythère. Cela signifie que tous les 4 ans, à la même date et à la même heure, depuis le même endroit, nous verrons les mêmes taches solaires à l'intérieur du Soleil. Petite parenthèse ici, concernant le mécanisme d'Anticythère. Selon Wikipédia, la machine d'Anticythère, appelée également mécanisme d'Anticythère, est considérée comme le premier calculateur analogique antique permettant de calculer des positions astronomiques. C'est un mécanisme de bronze comprenant des dizaines de roues dentées, solidaires et disposées sur plusieurs plans, et il est garni de nombreuses inscriptions grecques. De plus, il semblerait qu'il prédate les différents astrolabes découverts depuis. Donc nous avons la carte des étoiles en filigrane de la trajectoire du Soleil. Nous voyons sur cette photo l'ensemble des étoiles que le Soleil a traversées pendant cette période. Les calendriers ont changé encore, et ils ne sont absolument pas fiables, pas plus que leurs histoires, pour dire exactement quelle année nous vivons. La seule chose qui ne mente pas est l'horloge cosmique, et c'est le seul moyen de connaître le moment exact où le Soleil s'est levé. N'oublions pas que tous les organismes vivants, animaux et végétaux, sont liés au cycle de la Lune plus qu'au cycle du Soleil pour leur fonction de base. Le calendrier actuel est donc essentiellement lunaire, ce que l'on peut étudier dans le cycle de Sarus du mécanisme d'Anticythère. Cependant, pour vérifier ce que nous dit l'horloge cosmique, il faut un processus minutieux avec de nombreux types d'observations, de collecte de matériel, de comparaison, de vérification, ce dont nous allons nous occuper. La position calendaire exacte du Soleil dans les constellations, la position des luminaires, les éclipses de Soleil et de Lune, la position de la Lune dans les constellations, et à quelle latitude, sont des choses que nous étudions, en conjonction avec le mécanisme d'Anticythère. Passons maintenant aux cratères. Nombreux sont ceux qui se demandent encore à quoi correspondent les cratères que nous voyons sur la Lune. Bien sûr, l'explication a été donnée, mais dans le présent chapitre, nous allons examiner en détail plus de 200 cratères principaux et trouver leur emplacement exact. Pour les cratères sous-marins, nous verrons comment ils façonnent la texture du plancher océanique, tandis que pour les cratères terrestres, nous verrons où ils se trouvent et dans quel état en les reconnaissant. Les images que nous verrons sont telles que la Lune apparaît et non pas réfléchies comme une carte pour servir de guide au cas où quelqu'un disposant d'un très bon appareil photo ou d'un télescope observerait les cratères de la Lune. En lisant les pages suivantes, quelqu'un qui observe la Lune en détail pourra savoir ce qu'est chaque cratère et où il se trouve. Enfin, concernant les cratères terrestres, puisque nous ne pouvons pas faire grand-chose pour ceux qui sont sous l'eau, nous verrons quelques exemples avec des photos du dessus de certaines zones qui sont, ou non, incluses dans un cratère, en découvrant leur relief au sol. Bon, les amis, je ne vais pas vous détailler les 200 cratères, comme vous l'imaginez, mais je vous en ai choisi 5 exemples avec les photos qui vont suivre. 2 exemples sur le continent africain et 3 exemples sur le continent européen. L'exemple 1 nous montre la région du Tibesti au nord du Tchad, qui forme le grand cratère terrestre nommé Bassel. Ces cratères font généralement penser à d'énormes arbres abattus, et si l'on considère que leur diamètre peut atteindre jusqu'à 50 km,
Alors imaginez la hauteur qu'ils ont pu atteindre. Ces zones uniques nous font comprendre que nous vivons vraiment sur Mars, métaphoriquement parlant bien sûr. L'exemple 2 nous montre Emi Koussi, toujours au nord du Tchad, qui est un cratère situé pas très loin du cratère Bassel. Si à une époque cosmique très ancienne il y avait ces arbres gigantesques, et que, pour une raison ou une autre, ils ont été abattus, les troncs ont-ils disparu? La réponse est qu'ils ont été brûlés puis pétrifiés par un processus quelconque. Les zones ont ensuite été recouvertes de sable. Les zones grises sont les restes pétrifiés de la cendre due au foyer de la flamme, tandis que le jaune est le sable qui a progressivement recouvert une partie de cette zone. Si l'on considère le diamètre du tronc de l'arbre, on peut conclure que cet arbre pouvait mesurer 4 km de haut. Une telle taille correspondrait proportionnellement au vaste monde de Mars, comme je l'ai dit plus tôt, comme s'il en faisait partie. Il est évident qu'il en faisait partie et qu'il en fait toujours partie. Sauf qu'il se trouve également dans un champ plus petit, celui de la Terre. Rappelez-vous, les amis, nous parlons ici de champs éthériques. Voici maintenant le troisième exemple, la photo du haut, qui est l'exemple 10 dans le livre, qui nous montre Paris situé au milieu du cratère Sasigène. Nous avons en dessous l'exemple 11, qui est Prague, situé au milieu du cratère Ross, et l'exemple 12, qui est la mer Noire tout en bas, qui se situe dans le cratère Plinius. Il y a bien sûr beaucoup d'autres exemples dans le livre en Amérique, en Australie, en Asie. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Nous avons vu quelques exemples de cratères sur des continents connus et nous avons donc compris dans quel état ils se trouvent actuellement. Nous pouvons également comprendre quels processus ont pu se produire pour amener le cratère à sa phase actuelle. Les cratères sont en granit, comme tout le fond, le socle de la Terre, quel que soit l'endroit où on le voit sur la Lune. Tout le reste est du matériel transporté et n'est pas pris en compte dans la radiographie lunaire. Chaque cratère a un point zéro où la profondeur de sa base granitique est maximale. Le point énergétique de chaque cratère correspond également à une étoile dans la couche où les étoiles sont imprimées sous forme de reflets. Cela se produit parce qu'à cette profondeur maximale, il y a une attaque directe du champ électromagnétique du Soleil noir en dessous. La base en granit agit donc comme une casserole avec des trous, tandis qu'en dessous, il y a une lentille qui éclaire vers le haut. Au-dessus, il y a une couche où toutes ces réflexions sont imprimées. En regardant vers le haut, nous voyons ces reflets comme des étoiles. En observant les étoiles à travers le disque du Soleil, nous les voyons en négatif, ce qui nous donne la possibilité de suivre l'évolution de la profondeur pour atteindre le point zéro de chacune. Il convient de souligner que l'activité sismique et volcanique est observée dans la plupart des cratères et dans leurs zones élargies. Apparemment, ces zones sont propices à la respiration de la Terre et donc beaucoup plus de gaz sont entraînés dans les fosses souterraines où ils se condensent en créant des tremblements de terre et s'enflamment avec des matériaux solides souterrains, trouvent un chemin vers le haut et créent ainsi des volcans, comme nous l'avons vu dans le livre 5. Les éléments suivants ont donc pu être observés au cours du processus. D'énormes bases de grands arbres abattus qui ont été impliqués dans des processus de pétrification avec des cendres pétrifiées justement, provenant des restes des troncs dans les déserts d'Afrique et d'Amérique. Couverture non naturelle du sol et formation de zones sauvages en Australie. De nombreuses grandes villes sont construites au centre de cratères, en Europe et en Asie, qui sont probablement le résultat d'une inondation. Presque tous les cratères terrestres ont une forme caractéristique, pour autant qu'on les observe sous un angle et à une hauteur appropriée. Dans la plupart d'entre eux, il y a un parc, un lac, drainé ou non, ou une vallée plate avec des montagnes tout autour. Les cas de cratères sont nombreux, très nombreux. Ici, nous n'avons simplement vu que quelques cas pour entrer dans le raisonnement, avoir une idée, une image. Les cratères ne sont pas tous les mêmes, il y en a des grands, des petits, des énormes, des profonds et des peu profonds. Ainsi, ce qui se trouve sous la surface de la mer façonne les zones du fond marin et leur profondeur en conséquence. Après ce que nous avons vu dans ce livre, nous avons une meilleure vision de la forme de l'arrière-plan de la Terre, qui est une petite partie de l'arrière-plan de Mars. En gardant à l'esprit tout ce que nous avons vu dans le livre 5 avec les 12 âges cosmiques
et le grand cycle de 26 000 ans, nous nous souvenons des changements géologiques qui se sont produits en raison du déplacement du nord magnétique et de l'équateur. Ainsi, nous pouvons expliquer les différentes formes géologiques que présentent certaines parties de la Terre en fonction de ce que cette région a subi lors des changements des âges cosmiques. De même, les sols de chaque région connaissent une saison différente selon qu'ils sont fertiles et humides au printemps, secs et arides en été, secs et froids en automne et enfin gelés à l'ère glaciaire en hiver. Et cela dépend de la date à laquelle la zone en question a été gelée et de la date à laquelle elle gèlera à l'avenir ou regèlera à l'avenir, en raison du changement des saisons cosmiques. Quelqu'un a-t-il vu cette photo sur la droite et s'est-il demandé ce que c'était? Un cratère, un volcan, un énorme arbre préhistorique abattu? Et où se trouve cet endroit? Sur la Lune, sur la Terre ou sur Mars? La réponse est qu'il s'agit d'un cratère créé par des réactions chimiques et thermiques. Puis, des remblais ont rendu la zone idéale pour la croissance d'un arbre aussi grand, avec beaucoup d'espace en dessous, pour que les racines poussent. Et après un désastre titanesque, gigantesque, est resté la base. Un processus de pétrification s'en est suivi. En raison de la forme originale du cratère, les remblais permettent aux fumées sèches de pénétrer à l'intérieur du sol, ce qui rend la zone volcanique. La réponse est donc qu'il s'agit d'un tout. De plus, ce cratère se trouve sur la Terre, maintenant que le champ terrestre a été créé à l'intérieur du champ éthérique de Mars. Ce qui veut dire que cette zone se trouvait dans son champ, le champ martien, où il y avait peut-être un énorme arbre. Plus tôt encore, cette région se trouvait dans le champ de Jupiter, ou même de Saturne, et était un énorme cratère. Sur la Lune, nous pouvons voir en direct l'image du champ terrestre depuis sa création. La réponse est donc ici que cet endroit se trouve à la fois sur la Terre et sur Mars, et que nous pouvons aussi le voir sur la Lune. Merci de votre attention, les amis. Portez-vous bien et à très bientôt sur ITV.